C'est parti. Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, au regard de l'histoire, des champs de Mars au Capitole, où nous traiterons, en compagnie de Gauthier et François Seton, 6 personnalités historiques issues du monde militaire qui se sont retrouvées dans le monde politique. Bonsoir messieurs. Bonsoir Noah, bonsoir François, vous allez bien? Bonsoir à tous. Ça va bien. Eh ben, Donc on est pour l'instant amis. On verra si notre amitié survivra à l'émission et à nos débats et à nos querelles picrocolines. Un peu de Si on mauvaise veut un foi. épisode 2, je pense qu'il vaut mieux. Oui. Déjà, on peut noter l'arrivée de François, qui n'était pas là à l'épisode 1. Et on espère qu'on sera tous encore là à l'épisode 3. On ne sera pas écharpé entre-temps. Donc je fais une petite présentation vite fait du concept et ensuite nous allons commencer la présentation des personnages et les débats qui s'en suivent pour leur classement. Nous partons du principe que nous allons juger l'impact sur un pays duquel le personnage est originaire de son implication politique, qu'il ait eu le pouvoir ou non, de son vivant, donc son impact de son vivant, et son éventuel héritage. Quelle influence a-t-il eu sur le long terme s'il en a eu un? Et nous traiterons 6 personnalités. Le président des États-Unis, William Henry Harrison, en premier. Puis Chiang Kai-shek, président de la République de Chine. Oliver Cromwell, Lord Protector du Commonwealth de Grande-Bretagne, d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande. Paul von Hindenburg, président du Reich. Philippe Pétain, chef de l'État français. Et Joseph Pilsudski, Premier ministre de la Deuxième République de Pologne. Sur ce, messieurs, je vous propose de commencer en premier par la présentation de William Henry Harrison par François Seton. Alors, William Henry Harrison est une personnalité américaine du début, des tout débuts, on va dire, du 19e siècle, c'est-à-dire vraiment à la naissance des États-Unis d'Amérique. Il faut noter qu'il a été d'abord général, puis qu'il a eu ensuite une forme de retraite, ou du moins il a quitté l'armée et a eu quelques fonctions au sein de l'État avant de devenir président bien plus tard. Pour ses faits d'armes, il est connu pour sa répression assez sauvage de la guerre de Tecumseh, donc la rébellion de Tecumseh, qui est probablement l'épisode qui le caractérise le plus. Il incarne la volonté des États-Unis, qui n'est même pas tellement officiellement assumée, mais la volonté populaire des jeunes États-Unis d'Amérique de s'étendre vers l'Ouest, peu importe les engagements passés avec certaines nations indiennes, qu'ils aient été passés par les jeunes États-Unis d'Amérique ou par la couronne britannique du temps où les Américains étaient sous régime colonial britannique. Donc, c'est une guerre assez, je dirais, malhonnête, puisque des traités avaient été passés pour protéger le territoire de ces nations situées aux alentours des Grands Lacs, dans la région un peu de l'Illinois, de l'Indiana,
pour que l'expansion justement européenne n'aille pas plus loin que les territoires qui étaient déjà attribués. Mais tout simplement, les États-Unis d'Amérique, lorsque donc le gouverneur Harrison de ce qui est à l'époque le territoire de l'Indiana laisse certains de ses concitoyens aller au-delà des limites fixées, eh bien, il va non seulement il va laisser faire, mais si ces citoyens américains sont agressés par des Indiens, on considère qu'il y a une sorte d'extraterritorialité judiciaire et donc que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont agressés. Et il répliquera par les armes. Ça va permettre non seulement aux États-Unis, aux jeunes États-Unis, de se débarrasser d'un potentiel rival politique sur place, puisque Tecumseh, qui est un chef de guerre de la Confédération des Shawnee, était en train d'unifier plusieurs peuples et tribus diverses des environs et pouvait constituer un État relativement grand et pouvant bloquer l'expansion effective des États-Unis vers l'ouest. Et en plus, il ouvre des territoires à la colonisation américaine, puisque on se rend compte assez rapidement que les territoires de la côte est des États-Unis sont assez petits et ne contiennent pas suffisamment de terres agricoles pour soutenir une population en forte augmentation. Il est également connu pour sa participation à la guerre de 1812, qui est une tentative des Britanniques de recoloniser les tout nouveaux États-Unis d'Amérique. Donc, il y aura un rôle peut-être un peu plus mineur. Et puis, il aura ensuite une carrière, on va dire, de diplomate et de gouverneur de petits États, avant finalement, sur ses vieux jours, de devenir président. Mais on ne sait, enfin, à ce moment-là, les gens ont pas mal oublié qui avait été le gouverneur puis le général Harrison, et il n'est finalement qu'un candidat parmi d'autres, enfin surtout candidat donc du parti à l'époque, le parti républicain-démocrate, puisque les républicains et les démocrates ne sont pas encore séparés à cette époque. Et donc, non, il est contre le parti républicain-démocrate, pardon. Il me semble qu'il est des Whigs, effectivement. Oui, pardon. Mais effectivement, il succédera à effectivement un président républicain-démocrate. Martin Van Buren. Exactement. Et aujourd'hui, les gens ont retenu relativement peu de choses de son règne, on va dire, de sa présidence. C'est un président relativement oublié. Alors, s'il fallait le classer, on pourrait dire que militairement, son impact a été relativement positif pour les États-Unis, mais il a été beaucoup moins en tant que président. En tant que président, il a été en poste un mois, c'est ça, puisque en fait, pendant toute sa campagne électorale, tout le monde s'était foutu de sa gueule en disant qu'il était vieux. Donc, il a voulu montrer qu'il n'était pas vieux. Il a fait un discours d'investiture dans le froid, sans chapeau. Il a chopé une pneumonie et il est mort. Donc, il l'a chopé 3 semaines plus tard. C'est pas forcément à cause de ça. Il n'a pas eu de chance. Ouais, mais quand même, moi je trouve quand même que c'est une illustration du darwinisme. Qui est moins con, mais bon, disons que oui, 60 à part Édouard Herriot, des gens qui sont morts d'un coup de froid, mais Édouard Herriot, il avait malheureusement beaucoup d'années de service derrière lui. Là au moins, Harrison, il nous a fait un peu une Gabrielle Attal au ministère de l'Éducation, quoi. Il n'est pas resté trop longtemps. Il faut lui reconnaître ça.
Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu à propos d'Harrison, c'est que, de fait, effectivement, il a encouragé la politique de colonisation de, ce qui était à l'époque le territoire de l'Indiana qui englobe plus que le simple État de l'Indiana aujourd'hui. Mhm. Et entre autres qu'il avait essayé d'instituer dans ce territoire, avec l'approbation des législatures qui se sont développées, l'esclavage justement, pour augmenter l'attractivité économique de la région. Chose que les législatures locales ont refusé, Mhm. avec la coopération plus ou moins, je crois, je ne sais plus si c'était Thomas Jefferson, je ne sais plus, mais du président états-unien de l'époque, qui avait financé en sous-main des églises puritaines contre l'esclavage, pour justement empêcher que ce ne soit adopté dans ces coins-là, dont toute la logique d'équilibre État esclavagiste ou non. Après, on voit que en essayant d'encourager l'esclavage dans les territoires qu'il vient d'acquérir, mais qu'il est, comme on a dit, qu'il est refusé, qu'il est contré par finalement des autorités locales, on a le début de ce qui amènera à la scission du Parti républicain-démocrate entre le parti finalement républicain d'un côté et démocrate de l'autre, et justement sur l'épineuse question de l'esclavage. Avec ça aussi, justement, il a été question surtout sous son gouvernorat, du rapport aux Amérindiens, où il a passé beaucoup de traités avec diverses tribus pour acquérir de nombreuses terres, dont ces mêmes traités qui ont été plus tard dénoncés par Tecumseh et Harrison, qui lui soutenait que chaque tribu était libre de disposer ou non, et donc de vendre ou non la terre sur laquelle il habitait. Donc, est-ce qu'il a vraiment, en théorie, il a passé des traités en bonne et due forme avec les tribus locales pour acquérir des terres? Après, moi, ce qui me fascine toujours avec les présidents américains de cette période, c'est le côté quand même larger than life par rapport aux dirigeants européens. Il y a toujours un truc où on se dit, le mec est pas forcément mauvais, notamment avant donc sa carrière politique, quand il était en retraite, il avait commencé à distiller de l'alcool dans son ranch. Et puis brutalement, il s'est rendu compte que c'était mal parce que il a vu les ravages de l'alcoolisme et donc il a décrété que c'était un péché, il a arrêté. Il y a vraiment tout ce côté où on sent que être une élite américaine à l'époque, c'est avoir une forme de vécu déjà en opposition avec les élites de la côte Est. D'ailleurs, lorsqu'il lance sa campagne électorale, il se présente vraiment un petit peu comme l'homme du peuple. Il y a presque déjà des tonalités populistes, en fait. Il reprend un peu ce qui avait fait que Andrew Jackson avait marché. Le côté proche, effectivement, du peuple, et pas de l'élite économique, déconnectée des réalités, justement pour aussi l'expansion du territoire états-unien. Il a essayé de reprendre ça justement à son compte. En fait, la question qu'on va avoir pour le classer, c'est est-ce que c'est une bonne chose que le territoire états-unien se soit étendu ou pas? De fait, ça leur a profité, je dirais. Ah ouais, mais de l'autre côté, pour les Amérindiens, ça n'a pas été bien. Mais est-ce que les Amérindiens, ils ont gagné au final? Ah bah les Amérindiens, ils ont disparu surtout. Voilà. Bon. C'est là où on arrive à un vrai débat moral. Au-delà de ces politiques vis-à-vis des Indiens et de ses menées de la guerre, moi j'aimerais plaider un peu en sa faveur. Parce que, certes, il a été qu'un seul mois en poste, pendant lequel il n'a pas eu le temps de faire grand-chose parce qu'il se faisait harceler par les gens qui voulaient des emplois de fonctionnaires et qui recevaient à la Maison-Blanche. Il disait lui-même que d'ailleurs, il n'avait pas le temps de se consacrer à ses propres affaires, à savoir celles de l'État. Mais il a quand même refusé, à de très nombreuses reprises,
d'accorder des postes à des gens parce qu'ils l'avaient soutenu, parce que oui, on est issu du même parti, alors j'aimerais bien que vous me mettiez à ce poste, j'ai un copain, j'aimerais bien qu'il soit à ce poste-là. Ce qui lui a valu pas mal justement d'animosité. Moi j'aime bien le côté, où on refuse le népotisme, que ce soit une bonne idée ou non, ça démontre une certaine probité, je pense. Et toi, François? Ben, pour répondre là, est-ce que c'est bien vis-à-vis des Indiens ou pas? On a quelqu'un qui a été quand même très cynique. Maintenant, est-ce que pour être un bon politicien, il faut être cynique? Ça, je dirais, chacun est un peu juge. Comment Euh, cette émission est en train de passer du côté obscur de la force dès le premier? Oh, il faut embrasser la réelle politique, voyons. Disons que les dirigeants les plus vertueux ne sont pas ceux qui laissent nécessairement l'héritage le plus profond. Maintenant, ce qu'il a fait était certes totalement illégal, mais c'était également totalement nécessaire, vu l'explosion démographique des États-Unis. Ensuite, ce qui est marrant, c'est que, comme vous venez de le dire, on peut dire qu'il a été totalement immoral quand il a été gouverneur et général, et qu'il est devenu moral en devenant président. On aurait peut-être voulu qu'il fasse mieux l'inverse, mais je sais pas. Oui, Bah, effectivement, c'est une trajectoire originale. je On pense s'attend généralement à avoir des gens qui gagnent en corruption en atteignant les hautes sphères. Lui, ça a été l'inverse. c'est une évolution positive quand même. Je préfère que ce soit quelqu'un, qui soit brutal, quand il peut impacter moins de personnes que, qu'il ne soit brutal et moralement critiquable au sommet, où il pourrait impacter la vie de plus de gens. Après, moi, je me demande si c'est pas aussi que la politique américaine, on va dire dans la première moitié du 19e siècle, étant donné qu'on est face à un État fédéral qui est quand même embryonnaire, avec très très peu de pouvoir du président. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de devenir moraux en devenant président, parce qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Oh, si quand même, il avait eu certains pouvoirs. Il voulait revenir apparemment, sur certaines réformes, notamment, la Bank of the United States qui aurait permis l'impression de billets de banque, et que la banque aurait été soumise, au Congrès, ce genre de choses. Donc il avait quand même du pouvoir. Je pense que c'est peut-être son côté puritain, hein, le où il s'est trouvé une probité, j'ai réussi, parce que c'est sa deuxième tentative d'accéder à la présidence en 1840. Ouais. Parce qu'il avait déjà essayé en 36 contre le même Martin von Buren, contre lequel il va gagner la deuxième fois. Parce qu'il n'y avait pas eu de crise économique la première fois. Il a profité de la crise économique pour accuser l'autre de la débâcle. C'est Franklin Delano Roosevelt fera la même chose bien plus tard. Oui, mais alors la pacte, là, tu vas pas me convaincre de le Oui, faire non oui. plus. Oh non, mais ils ont eu le même impact sur les États-Unis. Bref, de Moi, fait, je pense, parce qu'il faut quand même arriver à un avis, je pense qu'il a eu un impact d'un point de vue moral qui est, mitigé, vu que de fait, il a quand même, contribué à priver tu des veux mettre en Amérindiens de leurs terres. positif, tourne pas autour du pot. Personnellement, je le mettrais en mitigé, parce Ah, que mitigé. on sait pas ce qu'il aurait pu donner. Des signes qu'on a du début de sa présidence, ça aurait laissé présager du bon. Dans les faits, il n'a pas eu le temps de mettre en place ce qu'il voulait. Et ce qu'on retient de lui, c'est surtout son héritage en tant que gouverneur, sa performance pendant la guerre de 1812, où il a réussi à battre les Britanniques du Canada, euh, empêchant de fait que les Grands Lacs ne tombent sous la domination britannique. Et aussi un impact un peu plus long terme. J'ai remarqué que c'était apparemment l'un des premiers, ou le premier candidat à la présidence, à faire usage de techniques modernes de campagne. Modernes dans le sens avec des slogans, des affiches, Ah oui.
Donc je pense que là-dessus, il a à voir si aujourd'hui les campagnes politiques, c'est bien la forme qu'elles ont. Mais Il y a une marge entre les affiches et la starification à la Kennedy. On peut quand même, c'est on ça, peut et pas l'accuser l'antagonisation. de, de ça. Ouais. Toi, Ouais, c'est ça. François, tu le mettrais où? Euh, je dirais pareil parce que finalement, finalement, son action permet sur le moment d'annexer des territoires, mais le fait qu'il essaye d'amener, on va dire, la question de l'esclavage sur le tapis, et surtout le fait qu'il ne tranche pas sur cette question, va amener les bases de ce qui sera après la guerre de sécession. Le pourrissement, oui. Et puis ensuite, ça donne l'impression de quelqu'un qui a voulu à tout prix devenir président, sans pour autant savoir ce qu'il allait faire de cette fonction. Peut-être qu'il n'avait pas forcément les compétences, peut-être qu'il aurait été juste meilleur à être continuer d'être gouverneur de l'Indiana, mais une espèce de carriérisme jusqu'au boutiste, voilà, qui fait que, comme vous l'avez dit, il arrive au poste suprême, il ne sait pas quoi faire, à part se dépatouiller vaguement de gens qui lui réclament des postes. Et puis de choper une pneumonie. Voilà. Il a résolu le dilemme. Bon. Donc, on le met en mitigé? Bon, Moi, je serais pour. Allons-y. Allez, Allons-y. Faut laisser sa Premier. chance au produit. Le premier en mitigé. Ensuite, un autre beau Alors- produit. Alors, nous partons, oui, en Chine, cette fois-ci avec Chiang Kai-shek, Attention au le racisme. leader du Kuomintang. Alors, pour recadrer un petit peu, donc c'est un militaire, Kuomintang, ouais. Kuomintang, dans une situation où la Chine, après la révolte des boxeurs et notamment les différents traités inégaux qui avaient jalonné le 19e siècle, la révolte des Taiping qui fait 60 millions de morts et qui entraîne l'effondrement du gouvernement central, l'effilochage progressif également de la dynastie. Enfin, bref, ça ne se passe pas très bien en Chine. Et là, il y a une grosse crise de conscience de nos amis les Chinois, mais comment se fait-il qu'on se fait tataner par des Occidentaux? Et là, ils vont un petit peu faire leur marché dans les idéologies occidentales pour voir ce qui marche et ce qui pourrait être transposable en Chine. Et à l'époque, en Occident, il y a, on va dire, deux idéologies qui fonctionnent. Il y a le marxisme d'un côté et il y a le nationalisme de l'autre. Alors, le premier grand leader révolutionnaire, on pourrait presque dire anticolonial chinois, Sun Yat-sen, va maintenir une forme d'équilibre entre ces deux tendances. Mais à sa mort au milieu des années 20, alors que la Chine s'effondre sous la houlette de seigneurs de la guerre et se morcelle, eh bien, il va y avoir une rupture entre, d'un côté, les gens qui vont se rallier au communisme avec Mao Tse-tung, et de l'autre, eh bien, le Kuomintang nationaliste avec Chiang Kai-shek. Et là, on peut dire que Chiang Kai-shek va un peu tenir le haut du pavé dans les années 20, dans les années 30. Il casse la figure à des seigneurs de guerre, il tue des communistes, il essaie de moderniser le pays. Mais bon, ça ne fonctionne pas vraiment parce que l'occidentalisation, c'est un processus un peu complexe pour nos amis les Chinois. Notamment, il y a une anecdote célèbre, Chiang Kai-shek apprend l'anglais et il maîtrise tellement bien l'anglais que lorsque l'ambassadeur américain vient lui rendre visite, il s'approche de lui avec un grand sourire et en lui disant « Kiss me, darling ». Je ne le fais pas avec l'accent chinois, mais ça devait être encore plus rigolo. Et puis, le gros problème du Kuomintang, des nationalistes, c'est la corruption. Parce que quand on charge Jean Monnet de faire le réseau ferré chinois dans les années 20, il n'y a pas de réseau chinois ferré au final. Les communistes soviétiques sont beaucoup plus efficaces dans les années 50.
Donc, en gros, un Kuomintang qui tient le haut du pavé d'un point de vue militaire, mais c'est pas trop ça en termes de développement. Et là arrive la guerre avec le Japon. Et là, c'est un petit peu le drame, parce que le Kuomintang va être frappé à la fois de la peste et du choléra. La peste, c'est qu'ils sont en ligne de front directe avec les Japonais, ce qui est évidemment plus dangereux que les communistes qui, via la longue marche, se sont mis un petit peu à l'abri. Mais le choléra, c'est qu'ils deviennent aussi les alliés privilégiés des États-Unis et que les États-Unis leur donnent plein de consignes idiotes pour faire la guerre et qui vont globalement affaiblir le Kuomintang, poser des problèmes d'appauvrissement de la population, bref, en gros, tout le côté, toute la mauvaise presse qu'on tire en faisant la guerre va tomber sur Chiang Kai-shek. Et lorsque la guerre se terminera, eh bien, les communistes de Mao Tse-tung pourront en profiter pour fonder la République populaire de Chine en 1949. Et là, le brave Chiang Kai-shek, que lui reste-t-il à faire? Partir à Taïwan. Alors, dans un premier temps, il arrive à conserver le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, mais bon, il est très clair qu'à partir de ce moment-là, la Chine nationaliste, notamment avec le rapprochement sino-américain dans les années 70, eh bien, va faire basculer la balance inexorablement en faveur de la Chine continentale, en attendant le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale dans quelques années pour la réannexion de Taïwan. Donc voilà, globalement, il y a un petit côté satrape chez Chiang Kai-shek, un petit côté satrape oriental qui, personnellement, me laisse assez dubitatif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est mon tour, là? Oh, vas-y, François, je parlerai après. Tu mets sa gueule. Tu peux me défoncer quand tu veux, tu sais. Je vais pouvoir Ne t'inquiète pas. Mais dans les grandes largeurs. Alors, je vais reprendre ce que Gauthier a dit, mais disons que je vais y mettre plus de gravité, c'est moins gentillet que ce qu'il a dit. Déjà, un premier constat avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, est-ce qu'il a fallu attendre éventuellement Chiang Kai-shek ou Kuomintang pour que des idées politiques occidentales entrent en Chine? Pas du tout. Et surtout, ce qu'il a dénommé comme étant le nationalisme ou le socialisme, qui seraient des idées modernes, ne sont pas les seuls. Il y a le monarchisme aussi. Ça, c'est très vieux en Chine. Avoir simplement un État fort qui dirige l'aspect et la vie de tous les concitoyens, en Chine, ça existe depuis le premier empereur Yinzhang, c'est-à-dire en 200 avant Jésus-Christ. Et encore, il tire ça de ses ancêtres, encore facile 1 ou 2 siècles avant, si on prend des philosophes comme Shang Yang. Mais surtout, Chiang Kai-shek se rêve comme Napoléon et finalement se comporte comme un mauvais politique, un mauvais militaire, quelqu'un qui ne sait utiliser la force que contre plus faible que lui et qui, sur tous les autres points, n'a jamais mené une lutte jusqu'au bout. Donc c'est franchement nul. Il est celui qui a littéralement enterré, alors qu'elle venait de naître, le début de sentiments républicains en Chine. Donc, on a quelqu'un qui, déjà, n'a pas eu autant de succès militaire quand il était chef d'état-major de la Deuxième République de Chine. Donc, je resitue un petit peu les choses. En 1911, c'est la révolution Xinhai qui met fin à l'Empire mandchou. Mais malheureusement, le principal général chinois qui va en fait permettre la fin de cet empire, le général Yuan Shikai, il va trahir la République à laquelle il avait soi-disant prêté alliance, et rapidement la première République de Chine, connue sous le nom de gouvernement du Beiyang,
va se transformer en dictature militaire. Mais Yuan Shikai, le général Yuan Shikai, va distribuer des postes de province à non seulement certains de ses collaborateurs, mais aussi certains de ses anciens rivaux. Et le problème est que Yuan Shikai est très vieux et que, après une première tentative plus ou moins avortée de vouloir restaurer des fonctions impériales en Chine, au moment de sa mort, peu de temps après, ça va être la guerre entre les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire les anciens collaborateurs de Yuan Shikai. Et si En fait, c'est un petit peu comme après la mort d'Alexandre, quoi. Un peu, oui. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça, sauf que on va dire qu'Alexandre avait conquis quelque chose, tandis que Yuan Shikai n'a fait que reprendre le contrôle d'un territoire qui est au final le même que celui contrôlé par l'Empire mandchou. Et surtout, il n'a pas de questions culturelles à gérer. Mais quand ce gouvernement, cette dictature du Beiyang va être proclamée, Yuan Shikai va déjà déclarer ennemi public celui qui était pourtant à l'origine de l'idéal républicain, Sun Zhongshan, celui qu'on appelle Sun Yat-sen. Et même si il va réussir à se constituer un petit bastion dans le sud de la Chine, finalement, au début des événements, Sun Zhongshan est une force tout à fait mineure dans le jeu géopolitique. Il s'allie au gouverneur du Guangxi qui est Xiang Zhongming, qui partage avec lui le fait d'être un républicain, sauf que lui, c'est un républicain fédéraliste, inspiré par le modèle états-unien et pas par les 3 principes du Kuomintang de Sun Yat-sen. Oui, et encore, il y aura bien d'autres seigneurs de la guerre comme Tang Tiyao ou encore Li Zongzhen qui ont au final au sud de la Chine bien plus de pouvoir que la personne que tu as citée. Mais surtout, Sun Zhongshan avait compris l'échec du gouvernement du Beiyang. Il ne fallait pas céder le pouvoir aux militaires. Sauf que quelqu'un d'ambitieux comme Chiang Kai-shek, lui, il l'a pas entendu de cette oreille. Et clairement, il est très probablement derrière l'assassinat du président Sun Zhongshan. Et lorsqu'il va chercher lorsque Sun Zhongshan va mourir, il va prendre le pouvoir dans le territoire de la Seconde République de Chine par un pur coup d'État. Et finalement, Chiang Kai-shek se moque totalement des idéaux républicains. Il se voit clairement comme se voyait Yuan Shikai, mais probablement en plus jeune, c'est-à-dire comme un bon empereur, un empereur efficace, et non pas comme l'avaient fait les derniers empereurs mandchous. Mais même si à partir de ce moment-là, à partir du moment où il fait main basse sur les institutions de la Deuxième République de Chine et où il fait la guerre aux autres seigneurs de la guerre, il est très loin de les vaincre tous. En réalité, une fois qu'il arrive jusqu'à Pékin, il n'a fait qu'accumuler les traités d'alliance avec différents seigneurs de la guerre et n'a vaincu que 2 ou 3 seigneurs de la guerre puissants, mais il se retrouve à faire l'arbitre au milieu d'intérêts contradictoires et querelleurs. En fait, il nous fait un petit peu Louis XI, quoi. Mais c'est pas Ouais, forcément même mal. pas, c'est encore pire que ça. Il a juste accumulé des ennemis. Mais il prétend créer un gouvernement en les accumulant avec lui. Ce qui ne marche pas du tout et qui le coupe totalement désormais de sa base populaire. C'est ce qui va d'ailleurs faire en sorte que le Parti communiste chinois va énormément gagner un nombre d'adhérents parce qu'il y a énormément de fuites au sein du Kuomintang. Donc, il a sacrifié la politique pour une expédition militaire au succès très mitigé. Et lorsqu'il va se retrouver confronté au Japon, là, le monde va se rendre compte à quel point militairement ce mec est nul. Sa technique favorite, une fois qu'il sera en guerre contre le Japon,
c'est de livrer une mauvaise bataille, puis de réagir rapidement avant que les news n'arrivent à la capitale, de démissionner entre-temps, de nommer un successeur pour lui succéder au poste de président. C'est lui qui se prend la mauvaise nouvelle, c'est lui qui se prend la colère populaire, et il se propose alors de le remplacer jusqu'à la prochaine défaite, et on recommence comme ça, en prenant les gens aussi un peu pour des cons. C'est aussi quelqu'un qui a poussé le cynisme politique réellement dans les grandes largeurs, lorsqu'il a voulu s'emparer de la ville de Shanghai, qui était aux mains d'un seigneur de la guerre mineur. Il savait que la ville de Shanghai était très riche, très développée, déjà à l'époque, avec les débuts de la révolution industrielle essentiellement dans cette ville. Et comme il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait les premiers, on va dire, noyaux adhérents au Parti communiste chinois. Il a proposé aux communistes chinois de l'aider à prendre le pouvoir dans la ville, à condition de faire des concessions politiques, mais il a demandé tout simplement, pour que cesse le règne de ce seigneur de la guerre, il a demandé aux communistes de provoquer une grève générale dans toute la ville pour paralyser la ville, afin qu'ils puissent rentrer à l'intérieur avec ses troupes très facilement et sans tirer un coup de feu. Mais après avoir tenu cet entretien secret avec quelques leaders communistes, il va en tenir un autre avec des mafieux, La bande verte. exactement, de Du Yuesheng, qu'il va littéralement corrompre pour leur dire à un instant T, il va y avoir des communistes dans la rue, allez-y, tuez-les. Et ensuite, moi, je viendrai pour rétablir l'ordre. Il me plaît de en plus en l'espace plus. d'un week-end, il va y avoir 5 morts. Pardon ? Il me plaît de plus en plus. Ah, mais c'est une ordure finie. Il va falloir que je le défende à un moment donné, le pauvre. Mais en fait, c'est-à-dire que non seulement il va faire ça, donc il va y avoir entre 5 et 6 000 morts en l'espace de 2 ou 3 jours à Shanghai. Donc il a arnaqué le Parti communiste, évidemment, et il n'a jamais eu l'intention de réellement faire alliance avec. Mais il va en plus s'amuser à lancer un appel radiophonique à travers la Chine. Il n'y a pas forcément grand monde à l'époque qui capte la radio, mais quand même, où il va littéralement accuser les communistes d'être des ennemis du peuple, et il va inciter en gros tous les Chinois qui l'écoutent, qui sont plus ou moins pas éduqués, à tuer des communistes dès qu'ils en croisent un. Je vous laisse imaginer le bordel dans un pays totalement analphabétisé, rural, qui ne savent pas ce que c'est, d'avoir un leader militaire qui vient d'arriver avec un succès militaire, certes, mais volé, et qui leur dit « on a des ennemis à l'intérieur, allez-y, tuez-les ». Je vous laisse imaginer le nombre de morts que ça a dû faire, du nombre d'abrutis qui se sont mis à penser immédiatement que leur voisin était un communiste, et qu'un bon communiste, c'est un communiste mort. Classique. Donc, c'est une insulte totale à la dignité humaine, et ça a dû faire, sur les semaines et les mois qui ont suivi, nettement plus de morts encore que ce qui s'était déroulé à Shanghai. Le tout pour créer tout simplement un climat de terreur. Et finalement, c'est presque lui l'initiateur de cette guerre civile chinoise, beaucoup plus que les communistes eux-mêmes. Mais tu sais, oui. François, plus je t'entends parler, plus je me dis qu'on est le yin et le yang, toi et moi. Puisque moi, l'absence totale de morale, se comporter comme une ordure et tout, ça me le rend plutôt sympathique. Toi, je vois que ta fibre morale s'y oppose. Je crois qu'il faut que Noah, tu fasses l'arbitrage. Disons que ce n'est pas que de la morale en politique, comme le disait un peu sur l'histoire Alexandre Dumas. On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Oui. Là, les enfants de Chiang Kai-shek, c'est un peu raté. Là. En gros, tu es plutôt Mazarin que Chiang Kai-shek. Et alors toi, Noah, pour essayer de rétablir l'équilibre? Moi, alors... Bon courage après ce terreau de haine. Ouais, non, mais je vais essayer de défendre un peu son héritage, même si je suis d'accord avec une grande partie. Sur le fait que, notamment,
c'est un corrompu qui a exercé un pouvoir de fait de dictateur militaire dans une phase qui ne devait être que transitoire. Je vais pas m'appliquer à détailler tout le processus révolutionnaire qui est censé être réalisé par le Kuomintang. Mais en gros, la dictature militaire, c'est censé juste être une phase de transition avant la démocratisation qui n'est pas advenue de son vivant, en Chine comme à Taïwan. Mais du coup, je relativiserais son succès volé, on va dire, pendant l'expédition du Nord, qui est le nom donné à la réunification, on va dire, du gouvernement chinois sous l'égide du Kuomintang, parce qu'effectivement, il a rallié à lui beaucoup de seigneurs de guerre, mais il y a surtout des traces quand même qu'il a été un bon commandant de troupes légères, de guérilla, ce qui ne sera pas effectivement durant la deuxième guerre sino-japonaise. C'est là où ces lacunes militaires vont beaucoup se voir. Également, de fait, avec le massacre de Shanghai qui a été évoqué, c'est lui qui va commencer la guerre civile chinoise en mettant fin au premier front uni, parce que les communistes étaient alliés au Kuomintang de par un accord que Sun Yat-sen avait fait avec le Komintern, donc l'URSS, en échange de soutien matériel et de cadres. Et Chiang Kai-shek, faisant partie de la faction droitière du Kuomintang, militariste, autoritaire, et du coup pas communiste, à l'inverse de Wang Jingwei, qui était un peu son rival, on va dire, et l'héritier spirituel de Sun Yat-sen, bah lui, il va vouloir purger les communistes, ce qu'il va faire avec le massacre de Shanghai, et ce qu'il fera ensuite avec les politiques les campagnes d'encerclement contre les communistes, qui mèneront à la Longue Marche. De fait, Chiang Kai-shek va passer pas loin, à plusieurs reprises, d'exterminer le Parti communiste chinois, dont Mao, qui était juste un chef de colonne à l'époque et pas encore le chef du parti. Mais pendant les campagnes d'encerclement, donc qui vont advenir après la réussite de l'expédition du Nord, et le fait que le Kuomintang soit devenu le gouvernement légitime de la Chine, il va profiter des campagnes d'encerclement pour, à chaque fois que les communistes se replient d'un endroit, il laissait des petites garnisons pour renforcer la présence du gouvernement central dans ces régions. Et il va finir par acculer les communistes au niveau de la région de Yan'an, dans le Shaanxi, donc qui est une région montagneuse au nord, pas loin du désert du Tchar. Voilà pour la partie communiste. De fait, il a manqué sa chance contre les communistes, mais parce qu'il l'a surtout laissé filer au profit du renforcement de sa propre autorité. On passe sur le fait qu'il va se battre contre d'autres factions à l'intérieur du Kuomintang. Et j'insisterai pour finir sur le fait que, certes, il a eu un gouvernement qui était incroyablement corrompu, ça c'est incontestable, et il a fait beaucoup de mal de fait au Kuomintang et au républicanisme en Chine au profit des communistes. Cependant, on constate quand même que pendant la décennie de Nankin, qui est le nom donné à la période où le Kuomintang a régné sur une Chine plus ou moins réunifiée avant la deuxième guerre sino-japonaise, l'économie tend à se développer. On a des zones qui s'industrialisent, surtout principalement Shanghai, et Nankin, qui est la capitale et non pas Beijing, où Nankin va devenir un peu une espèce de ville modèle, une ville vitrine pour la politique de Chiang Kai-shek. Cependant, les fruits des politiques économiques et de la relative stabilisation qu'il va mener vont être mis à mal par la deuxième guerre sino-japonaise, pendant laquelle la Chine va se faire rouler dessus, pour parler un peu crûment, et où Chiang va recevoir l'aide des États-Unis et tout ça, les tigres volants, Claire Chenot, tout ça. États-Unis qui auront beaucoup de problèmes avec lui, qui le considéreront comme incompétent, qu'il a l'air d'avoir été pendant la guerre, mais de fait, il va mener la résistance quand même contre le Japon. Il va pas avoir de bol en plus, parce qu'il va se bouffer une famine au Sichuan, qui est le grenier à blé de la Chine, ce qui va causer une inflation dantesque, qui ne sera pas jugulée avant la prise de pouvoir des communistes. Et ça, pour le coup, c'était pas forcément de sa faute. De fait, il va mener une guerre de résistance assez longue contre les Japonais,
en introduisant entre autres la conscription dans le pays, ce qui était complètement nouveau. Et il va finir par réussir par triompher, surtout grâce aux États-Unis et aux Soviétiques, qui vont abattre les Japonais. Et il va saboter, quand la guerre civile va reprendre contre les communistes, il va saboter les efforts de Lee Song-jeon, donc qui va lui succéder à la présidence de la République en 1948. Il va saboter les efforts de celui-ci pour établir une ligne de défense le long du fleuve Yangtze, donc le fleuve qui coupe la Chine en deux. Parce que de fait, Chiang Kai-shek est un homme qui est extrêmement influent, et même s'il n'est pas au pouvoir, c'est lui qui a la tête des armées et il a une énorme clientèle politique. De fait, il va causer par ses intrigues politiques et sa clientèle le repli des nationalistes à Taïwan. Et pendant 25 ans, il va être président de la République de Chine, exilé à Taïwan, où la loi martiale ne sera pas levée une seule fois de tout son règne de président, alors que la Constitution était censée être démocratique. Cependant, alors c'est la période qui est connue sous le nom de Terreur blanche, si jamais, où il y aura environ un peu plus d'une centaine de milliers de personnes qui seront arrêtées pour suspicion de sympathie communiste. Cependant, on constate quand même que sur la période, Taïwan va connaître un fort essor économique, en grande partie grâce aux liens avec les États-Unis, qui voient l'intérêt stratégique de conserver l'indépendance de cette République de Chine en exil. Et si de fait, il a maintenu beaucoup trop longtemps la dictature militaire, il a un certain héritage, je dirais, au travers de son fils, qui va lui succéder à la présidence, et qui lui va entamer une démocratisation du régime taïwanais, ou de la République de Chine, ça dépend comment on l'appelle, qui aboutiront à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, s'il n'a pas de fait effectué de démocratisation durant son règne, il a quand même au moins aidé, à mon sens, au développement économique de la Chine puis de Taïwan, et à une relative stabilisation des pays en question, avant que ça ne se casse la gueule pour la Chine, et avant sa mort en 1975 pour Taïwan. Donc personnellement, je dirais qu'il a vraiment eu, lui aussi, un impact mitigé, voire éventuellement un impact négatif. En fait, mais je suis beaucoup plus dans la nuance. Pour résumer nos positions sur lui, c'est quelqu'un qui se rêve Napoléon Ier sur un territoire qui est grand comme l'Europe, et qui est fini en vague Napoléon III exilé en Corse. Je pense que c'est un peu trop gentil de le comparer à Napoléon III quand même. Napoléon III au moins a une bonne politique économique et sociale, ce que Chiang Kai-shek n'a jamais eu. Alors, toi François, je sens que tu es très négatif. L'ambition était au-delà de ses propres moyens, tout simplement, mais qui n'a pas voulu lâcher. C'était un perdant. C'est un perdant qui s'est accroché pour dire non, comme un joueur de poker complètement addict. Non, mais je vais me refaire. J'ai tout perdu, prenez mon froc, mais je vais me refaire. Non, arrêtez, stop. Il était accro au pouvoir, ça on peut pas le nier. Il était trop... Il a pas voulu... c'est comme si on avait eu quelqu'un d'aussi nul militairement que Napoléon III, mixé avec l'autoritarisme d'un Charles X ou d'un Louis XVIII. Le mec n'a pas voulu comprendre qu'il y a eu une révolution et que donc les gens sont moins cons après qu'avant. Il pensait que le peuple n'était qu'un outil de sa politique qui pouvait éventuellement manipuler à sa guise. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça en réalité. Il a créé ses propres opposants, ce qui prouve que ses décisions étaient mauvaises, qu'il s'est entêté là-dedans. Et en plus, les résultats de la décennie de Nankin, dont tu parlais tout à l'heure, Noah, sont pas si ouf que ça, parce qu'il contrôle un territoire qui n'est que très parcellaire. Et comme les autres seigneurs de guerre contrôlent des régions dont il dépend, notamment pour son approvisionnement agricole, et qui n'utilisent pas la même monnaie, on se retrouve comme avec une Pologne dont on parlera tout à l'heure, où il y a différentes monnaies qui circulent alors qu'il n'y a qu'un seul gouvernement. Donc quand les uns veulent faire une dévaluation et que le reste ne suit pas, ça ne veut rien dire.
Bon, il faudrait qu'on le place à un moment donné. Moi, François. j'ai envie, Nul à chier. moi, j'ai envie Très de mettre, négatif pour François. moi, j'ai envie de mettre juste négatif parce qu'il faut reconnaître qu'il a tué des communistes. Je soutiendrai du coup aussi le négatif, pas que pour la politique anticommuniste, quand même. Mais de fait, ouais, il a. Après, d'un autre côté, on peut peut-être le mettre en très négatif parce qu'il n'a pas réussi à tous les tuer. J'hésite. Oh. Moi, je plaide pour le négatif. Méchant et incompétent, ça fait beaucoup, quoi. Bon, allez, on met très négatif. Parce Très que, négatif. ouais, on vote. Bon, bah, la François majorité, est pour. Moi, je la suis majorité pour. l'emporte. Pas pour les mêmes raisons, mais qu'il est même incompétent à tuer des communistes. Alors, c'est terrible. Bon. Bah, en parlant de tuer des gens, Ah oui, Oliver un expert Cromwell. en la matière. Ah oui, effectivement, surtout en irlandais, lui. Donc, Oliver Cromwell, né en 1599, réformé puritain, britannique, évidemment, qui, donc issu de la gentry, se fait remarquer une première fois en tant que membre du Long Parliament sous Charles Ier, qui va se manger la première guerre civile anglaise, par certains positionnements antipapistes et anti-royalistes, dans le sens où il était contre l'exercice du pouvoir de Charles Ier, contre son despotisme, on va dire, sa volonté d'absolutisme. Il va représenter le parti d'une certaine noblesse, une petite noblesse qui est écartée du pouvoir de Londres et de la cour. Et surtout ce pourquoi on le connaît avant son rôle de Lord Protector, c'est qu'il va fonder sur demande du Parlement anglais, la New Model Army, qui de fait est une armée professionnelle très, très religieuse, avec beaucoup de puritains dedans, et qui va, pendant la Première Guerre civile anglaise, où Charles Ier va se voir opposer les parlementaires, qui va réussir à bien lui casser la tronche. Au point que Charles Ier va finir capturé et défait. Et découpé. Exactement. Ça s'est peut-être pas passé à grand-chose, tout comme Louis XVI d'ailleurs, le fait qu'il soit fait décapiter, parce que la condamnation à mort de Charles Ier a été possible parce qu'il y a eu une petite purge du Parlement la même année que la condamnation à mort de Charles Ier, où des hommes de Cromwell ont pénétré dans le Parlement, enfin la Chambre des communes, et en ont extirpé les partisans, pas forcément que les partisans du roi, mais ceux qui étaient un peu tièdes à l'idée de zigouiller le roi. Donc de fait, il fait une petite purge politique pour que les gens y votent bien. C'est important de bien voter. Et ça a vraisemblablement causé la mort de Charles Ier, qui meurt décapité en 1649. Suite à ça, on a une période de flottement, parce qu'il n'y a plus de roi, mais il n'y a pas de proclamation de la République tout de suite, sauf qu'elle vient assez vite quand même, vu que on a le Commonwealth d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Écosse, qui est proclamé quelques mois après la condamnation à mort de Charles Ier, enfin Charles II. Charles Ier, Charles II, non, Charles Ier, je crois. Et avec ça, on va avoir 4 ans plus tard, donc en 1653, Cromwell qui accède à sa dignité de Lord Protector du Commonwealth, donc pour instituer le régime qui est appelé le Protectorat. Bon, c'est pas super vendeur à notre époque. Où de fait c'est un roi, mais plus un dictateur militaire. Surtout que c'est un militaire de base, c'est un général. Et il va mener des politiques qui sont un peu le reflet aussi de sa propre vie personnelle, à propos d'une relative austérité de la vie. Hein, c'est un puritain, je rappelle. Et faire preuve d'une grande intolérance religieuse. Paradoxalement, pas avec tout le monde, parce qu'il va être très, en bon anglais,
il va être très dur avec les catholiques, mais il va permettre le retour, en 1656, des Juifs en Angleterre, qui avaient été expulsés sous le règne d'Édouard Ier, le premier roi qui a tabassé des Écossais. Il va aussi mener, pour ses entreprises, entre autres de guerre en Irlande et de guerre contre l'Espagne, des convocations suivies de dissolutions rapides de parlements pour qu'ils votent des subsides de guerre. Voilà, comme ça, il reste pas assez longtemps pour l'ennuyer. C'est du Mais parlementarisme rationalisé. c'est ça, ouais. Il rationalise lui-même le processus parlementaire en l'empêchant de devenir lent et inefficace. Il va quand même refuser de devenir roi, parce ce que lui demandent les parlementaires, mais par conviction personnelle ou sous pression de ses officiers, il va refuser. Bon, de fait, il garde quand même le droit de nommer son successeur, qui sera son fils, fils qui lui-même relâchera le pouvoir moins d'un an après son accession à celui-ci. C'est à ce monsieur qu'on doit, et les Irlandais sont probablement très contents, la conquête de l'Irlande, enfin la véritable conquête de l'Irlande, au-delà de la région de Dublin, par l'Angleterre, de 1649 à 53, durant lesquels, bon, il y a eu quelques petits massacres du style colonne infernale des guerres de Vendée qui ont été commis, avec des villes mises à sac, des populations massacrées, si bien que les estimations basses et les plus modernes estiment qu'il y a environ 20% de la population irlandaise qui y est passée en 4 ans. C'est pas mal. Ils ont fait mieux avec la famine de la pomme de terre au XIXe siècle. C'est ça. La conquête de l'Irlande, c'est massacre militaire, famine et maladie. C'est la combinaison des trois. Les massacres militaires ne représentant vraisemblablement que 1/10 ou 1/5 des morts. Mais c'est quand même à cause de ça. On a une politique de confiscation des terres conquises. Évidemment, on ne va pas laisser les catholiques posséder des terres et on va les donner à des militaires ou des colons réformés, donc des colons anglicans, surtout aussi des puritains et des vétérans de guerre. C'est à lui que l'Angleterre doit la possession de la Jamaïque, parce que celle-ci est conquise en 1655 sur l'Espagne, après une tentative ratée de prendre Hispaniola, donc Hispaniola qui désigne la République dominicaine et Haïti. C'est le nom de l'île en entier, surtout à l'époque, où c'est uniquement possession espagnole. Et chose intéressante quand même, on constate que, bon, c'est un militaire qui est au pouvoir, mais sous sa direction, 93% des dépenses gouvernementales sont allouées à l'armée et à la marine. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Avec un déficit assez abyssal qui ferait pâlir d'envie Bruno Le Maire, de 61%. C'est-à-dire que sont dépensés 61% d'argent en plus que ce que l'État devrait pouvoir avoir. C'est un homme qui se donne les moyens de ses ambitions. Exactement. L'une des principales raisons, c'est à la fois le modèle de la New Model Army, professionnalisation, ça coûte plus cher, mais aussi la forte augmentation de la marine britannique, qui n'est pas encore Royal Navy vu que c'est le Commonwealth, qui passe en 1645 de 35 navires à 102 navires en 1652. Une belle augmentation. Entre autres, c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir capturer la Jamaïque et tataner un peu de l'espagnol. Et il va y avoir aussi une réforme subséquente du coup des tactiques maritimes, notamment la fameuse ligne de fil qui permet de maximiser on va dire la puissance de feu et qui sera adoptée par à peu près toutes les flottes, toutes les marines au XVIIe siècle. On peut constater quand même que en dehors de ces petites entreprises en Irlande et contre l'Espagne, il a essayé de mener une politique extérieure assez paisible, on va dire. Il aurait pu soutenir entre autres les Huguenots en révolte contre Louis XIII et Richelieu. Il a beaucoup hésité, mais il ne l'a pas fait, semble-t-il. Sage de sa part.
Sauf bien sûr pour le siège de La Rochelle, où là il y a des petits soutiens, mais il aurait pu être beaucoup plus actif. Et finalement, bah, il meurt en 1658 en nommant son fils pour lui succéder en tant que Lord Protector. Il aura eu, à mon sens, un bilan euh, très mitigé, surprenamment, parce qu'il introduit, pour moi, une professionnalisation de l'armée anglaise, ce qui est souhaitable techniquement pour leur force. Il augmente la puissance de la marine britannique, qui sera très profitable à la monarchie qui se rétablira bientôt, notamment pendant les guerres de Hollande, où ils vont pouvoir casser du néerlandais. La Jamaïque sera une bonne base pour les corsaires et un moyen de dépeupler des colonies surpeuplées, justement comme la Barbade par exemple, et pour faire des plantations. Cependant, il porte quand même une lourde responsabilité dans la campagne et la conquête de l'Irlande, où il a massacré assez généreusement, confiscation de terres, comme je l'ai évoqué, et Oui, Mélanois, si tu me c'est permets, c'est que tu es dans le tropisme français, on est favorable aux Écossais et aux Irlandais. Mais du point de vue des intérêts de la Grande-Bretagne, écraser et mater l'Irlande, c'est plutôt un truc très positif. effectivement, c'est vrai. Cependant, ça n'a pas aidé les Irlandais à apprécier la tutelle britannique d'avoir été massacrés pour s'y soumettre. Oui, mais on leur Je a pas pense pas que ça les a demandé. aidés. C'était pas non plus la démocratie, c'était la République. Il y a une nuance. Oui, justement, la grande différence à faire. Bon, voilà. Qu'en pensez-vous de votre côté? Bah, moi, si je peux rebondir, alors ça me fend le cœur parce que c'est un puritain, c'est un Britannique, mais on voit que c'est un petit peu, il crée l'ADN de la puissance britannique qui finira par vaincre la France à l'issue de la troisième guerre de 100 ans, comme disait l'historien Robert Stillet. Parce que faire venir les Juifs, les faire revenir en Angleterre, c'est permettre à terme l'importation du papier-monnaie, qui va être absolument déterminant pour donner une fluidité à l'effort de guerre britannique. On crée la Royal Navy, prendre la Jamaïque, c'est le couronnement de comment dire, du déclin espagnol sur les mers. Ah, c'est un énième symptôme. Pardon? C'est un énième symptôme, je dirais, pour eux. Oui, un énième symptôme. Donc, globalement, au niveau de la puissance britannique, l'impact est très positif. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui a décapité un roi et qui a survécu. Robespierre aurait bien aimé dire là pareil. Effectivement. Donc, Parce qu'il est mort de cause naturelle, le oui, Cromwell. il est mort de cause naturelle. Et puis, donc, moi, je dirais impact positif, voire même très positif en termes de puissance britannique. Ouais, je serais assez d'accord pour le positif. Et François? Ben, son legs politique est un peu douteux, un peu comme Chang en fait. On se promet de défendre les libertés, puis ensuite on fait du népotisme. Après, son leg militaire, lui, est, je dirais, un peu meilleur. Même si, encore une fois, c'est comme pour Harrison, faut pas trop se mettre du côté du vaincu. Donc ça fait entre mitigé et négatif, quoi. Bon. Ah ouais, mais là, la démocratie, on va la faire voter. Bah, s'il est pour mitigé ou négatif, nous qu'on est plus pour positif, je propose de le mettre à la rigueur en haut des mitigés ou en positif. Ah, moi, je pense que, attends, on va pas le mettre avec Harrison. C'est pas, quand même, c'est pas du Un tout le même impact en peu termes de respect. de Bah, montée en puissance. effectivement, sur le point de vue pur de la puissance, et aujourd'hui encore, il incarne, c'est une figure un peu révolutionnaire controversée, même si bon, le côté révolutionnaire est vraiment à relativiser avec lui, surtout un militaire, c'est pas vraiment un idéaliste, enfin, sauf religieux. Mais c'est un peu comme Robespierre, Lénine, enfin du moins il est vu comme ça.
parce que c'est une figure qui a beaucoup de sang sur les mains, mais il a aussi apporté quelque chose. Déjà, il a décapité un roi, c'est pas rien. Ouais. Donc, et on l'oublie toujours que les Britanniques ont décapité un roi, et honnêtement, avant les quand Français. on voit la famille britannique, la famille royale britannique, on se dit qu'il n'a pas forcément une mauvaise idée. Ah, c'est pas les mêmes, c'était les Stuart, là c'est les Hanovre. Enfin, pardon, les Windsor. Allez, Donc bon, non, impact positif. positif. Nous sommes 2 contre Désolé, 1. François, c'est la démocratie. Mais là, tu vas avoir à nouveau l'occasion de défendre ton steak avec ce cher Hindenburg. Oui, il Paul faudrait von qu'on accélère Hindenburg. un petit peu, parce que faut pas qu'on dépasse. Oui. Allez François, Hindenburg, on t'écoute. Hindenburg, c'est quelqu'un qui a eu une carrière militaire impressionnante, qui est monté aux plus hautes fonctions, qui a connu la guerre austro-prussienne, qui a connu la guerre franco-prussienne. Donc, il vogue de succès en succès. Et puis, c'est quelqu'un qui va, bon, tout le monde le connaît par la Première Guerre mondiale, mais il va créer sa carrière politique dans la continuation de sa carrière militaire. Maintenant, est-ce que son legs militaire est positif ou négatif? Si on prend vraiment des données brutes, quelque part, on est sur cette fin de la guerre de la Première Guerre mondiale qui a été quand même pour beaucoup une surprise, parce que certes, l'Allemagne s'est rendue avant la France et avant l'Angleterre, mais il s'en est fallu peu quand même. C'est l'effondrement de l'arrière-pays au niveau de son soutien logistique et industriel qui a fait que l'Allemagne a demandé la capitulation en premier, mais c'est certainement pas les pertes territoriales. Et on peut dire que sur son métier de militaire, là-dessus, on peut dire que Hindenburg n'a pas vraiment échoué. Et surtout si on compte tous les territoires qui, s'ils avaient pu être gardés, c'est-à-dire si l'Allemagne n'avait pas signé la défaite, aurait amené l'Allemagne à faire x2 en termes de superficie, avec tous les territoires pris à l'Est. Maintenant, quand il se lance dans une carrière politique, c'est à la fois une continuation de ce qu'il ambitionnait depuis le début et à la fois un moyen de se dédouaner d'une partie des échecs de la Première Guerre mondiale qu'on pourrait lui imputer. Donc il y a un fort cynisme, mais on ne peut pas forcément dire à ce moment-là que l'effondrement de l'Allemagne lui est totalement imputable. Surtout que l'Allemagne a ceci de particulier que ce qui tenait vraiment le pays, plus que la fonction impériale, c'était la fonction militaire. Oui, le grand état-major. Donc en réalité, en 1918 et avec l'abdication du Kaiser, c'est pas l'Allemagne qui s'effondre. C'est juste une vieille institution qui laisse presque immédiatement la place à, parce qu'il y a eu un premier président qui a fait que quelques mois avant de mourir de maladie. Hébert. C'est la continuation d'une Allemagne qui reste à ce moment-là encore relativement puissante sur certains aspects. Son économie est totalement à l'arrêt, on est d'accord, mais le reste de ses institutions tient. Donc on a quelqu'un avec un impact militaire positif, un impact politique beaucoup plus mitigé, puisque il s'est servi de l'appareil politique pour se couvrir lui-même. La naissance de la République de Weimar est pour lui une espèce de conséquence inattendue, une sorte de paravent pour essayer de se cacher tout en mettant fin aux institutions impériales qu'il n'apprécie pas beaucoup.
et finalement qui va laisser aux Allemands une matrice intellectuelle qui leur laisse à penser que la grandeur doit passer avant la liberté. Donc, il leur fait goûter un peu à la liberté, à la République, mais clairement, il n'a pas l'intention d'aller plus loin. Et on peut le qualifier en réalité de précurseur d'Adolf Hitler dans la concentration des pouvoirs. Il n'aime pas Adolf Hitler, c'est clair, mais pas tellement parce que les deux sont différents. Je pense que c'est juste de la rivalité personnelle. C'est quelqu'un qui a déjà commencé, dès sa prise de pouvoir en tant que président, par enterrer une bonne partie des libertés individuelles et surtout de la séparation des pouvoirs. Donc, impact mitigé au niveau politique. Impact positif au niveau militaire, mais mitigé au niveau politique. Alors, ouais. Vas-y, moi je serais un peu plus dur avec lui. Alors, ce qu'on pourrait dire déjà, c'est qu'il est forcément plus haut que Ludendorff. Parce que Ludendorff, avec qui Il a il réussi. était copain comme cochon pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs à partir de 1916, ils sont dictateurs de facto de l'Allemagne, eh bien Ludendorff a fini quand même bien pire, notamment parce qu'il s'est encanaillé avec les nazis. Moi, ce que je vois surtout avec Hindenburg, c'est qu'il y a tout le côté vieil officier, en fait, prussien, le côté très avec de la morgue, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il n'appréciait pas Hitler, c'est qu'il voyait Hitler comme une sorte de rat d'égout, alors que lui, il avait vraiment un port aristocratique. Bah, c'est un Juncker. Oui, voilà. Hitler, c'est un mec populaire, on va dire. Oui, et là-dessus, la popularité qu'il a en Allemagne, c'est aussi parce que les Allemands, à cette époque, avaient une mentalité d'Untertan, hein, comme c'est le roman de Thomas Mann, c'est-à-dire d'aimer obéir à l'Obrigkeit, l'autorité. Et on voit que Hindenburg incarne cette autorité militaire, et là encore, à juste raison, quand on voit ses victoires militaires. Après, est-ce que juste cette autorité dans une Allemagne qui connaît quand même de très profondes transformations, que ça soit sociale, que ça soit politique, dans les années 20, est-ce que ça commence pas à être un petit peu court? Et il faut voir que c'est quand même quelqu'un qui va faire l'erreur de permettre à Hitler de devenir chancelier. Alors que ça aurait été totalement évitable. Donc rien que pour ça, moi j'ai tendance à penser que son impact est quand même au mieux négatif, voire très négatif, parce que ça sert à quoi d'incarner comme ça une autorité si brillante pour se faire rouler et se faire violer dans une ruelle sombre sur un couvercle de poubelle par une forme de racaille venue d'Autriche. C'est quand même un peu la loose, quoi. C'est comme... bref, voilà. Bah, pour ma part, ce que je vois sur lui, c'est à la fois son impact pendant la Première Guerre mondiale ou avec Ludendorff. Effectivement, il a mené à la stratégie de Tannenberg qui a permis de vaincre les Russes et tout ça et d'enclencher les victoires à l'Est. Mais de fait, comme Gauthier l'a rappelé, ils ont instauré à partir de 1916 une dictature à deux, en s'arrogeant les prérogatives du chancelier pour les mettre entre les mains du grand état-major. Et surtout, alors que c'est eux qui détenaient de fait la réalité du pouvoir politique, donc avec Ludendorff en Allemagne, c'est eux qui vont demander aux politiques de faire la paix. Ça rappelle un peu quelqu'un qui viendra après, en ne reconnaissant pas la responsabilité des militaires dans la défaite, et qui plus est après-guerre, en appuyant sur la thèse du coup de poignard dans le dos,
Non, mais c'est pas nous, on a été trahis par des politiciens, alors que monsieur était de fait véritablement aux manettes. Certes, il a été lavé de ses responsabilités par le tribunal qu'il jugeait, pour ses responsabilités de fait politiques et militaires pendant la Première Guerre mondiale, mais bon, il bénéficie d'une aura extraordinaire en tant que vainqueur de Tannenberg. C'est un héros national. Je ne suis pas sûr que la justice ait été totalement objective, surtout dans une Allemagne traumatisée. Puis, avec sa fonction de président du Reich à partir de 1925, qu'il va exercer jusqu'à sa mort en 1934, il va pas forcément être des plus sympathiques, parce qu'il va se montrer en bon Juncker opposé au SPD, et à des politiques qui auraient potentiellement, on ne sait pas, mais potentiellement pu permettre à l'Allemagne de sortir d'un certain marasme, avant même la crise de 29. Il va déclarer entre autres la loi martiale en 1932 pour ramener un peu le calme dans le pays, calme auquel instabilité auquel les SA ne sont pas étrangers d'ailleurs. Cependant, à partir de la 32 justement et de la montée vraiment fulgurante du NSDAP, il va s'opposer à celui-ci. Mais son opposition au NSDAP, elle va pas être des plus malines, parce qu'il va pas accorder à ses soutiens Franz von Papen et Schleicher, Kurt von Schleicher, ce qu'ils veulent, à savoir des dissolutions du Reichstag et tout ça pour pouvoir mener une politique qu'ils veulent en contenant entre autres les nazis. Et après avoir vu le ministère Papen échouer, il va se résigner à accepter Adolphe en tant que chancelier. Certes avec seulement 2 ministres nazis, Göring à l'armée de l'air et un autre à l'intérieur, cependant c'est des positions clés quand même, et avec Franz von Papen en tant que vice-chancelier. Mais il va pas s'opposer pour autant, alors que en tant que président du Reich, il a quand même de gros pouvoirs. Il va pas s'opposer à beaucoup de leurs lois, entre autres des lois de discrimination des Juifs, la loi qui suit l'incendie du Reichstag et qui permet l'envoi des communistes en camp, ce genre de choses. Il va pas faire preuve de beaucoup d'opposition et de fait, il va même accorder à Hitler ce qu'il n'avait pas accordé à l'un de ses soutiens, Kurt von Schleicher, à savoir la dissolution du Reichstag, permettant aux nazis de passer de 33% des sièges du Reichstag à 45%. À la suite justement de l'incendie du Reichstag, si je ne m'abuse. Donc, à mon sens, à la fois il porte une responsabilité pendant la Première Guerre mondiale parce que, entre autres, il a été dans la logique de guerre totale de Ludendorff, et en plus vicieux, il a rejeté la responsabilité politique que de fait il détenait officieusement. Il a accrédité le fait que oui, l'Allemagne n'a pas été vaincue militairement alors que c'était le cas, alimentant le revanchisme allemand. Et il s'est opposé mollement, même s'il s'est opposé d'une certaine manière, on ne peut pas lui retirer, à la montée des nazis. Cependant, il a fini par faire carpette, et sa mort en 1934 marque la fusion de la fonction de président et de chancelier, faisant de Hitler le chancelier et le Führer du Reich. Et de fait, c'est finito pour la République de Weimar. Mais c'était à mon sens fini dès que Papen et Hindenburg ont renoncé à leur plan de déclaration de la loi martiale à cause du chaos causé par les SA, et que Adolphe va réussir à contourner en purgeant son propre parti avec la nuit des longs couteaux et en exterminant les SA. Il va réussir à restaurer l'ordre, et de fait Hindenburg et Papen vont renoncer à établir la loi martiale, confier à l'armée le pouvoir, ce qui aurait empêché de fait l'établissement du Troisième Reich. Peut-être qu'il y aurait une dictature militaire, mais il n'y aurait très probablement pas eu à la fois le massacre des Juifs, mais pas que eux, et les millions de morts causés par la Seconde Guerre mondiale. Donc personnellement, je serais assez dur avec lui, négatif, voire très négatif à mes yeux.
Voilà. On voit quand même qu'il y a une tendance lourde de ce classement, c'est que quand il y a un militaire qui va dans la politique, ça tourne généralement à la dictature, au mieux. Ah bah, en Alors plus toi, là, François, avec ceux qui sont là. tu le mettais où? Bah, en fait, moi, je disais que son impact militaire était plutôt correct. Après, son impact positif, son impact politique était beaucoup plus négatif parce qu'effectivement, comme tu dis, un militaire a tendance, une fois qu'il prend le pouvoir, à considérer qu'un pays, c'est comme une caserne, c'est lui qui commande, les autres obéissent. Le problème est que ces militaires arrivent souvent à la fin d'une monarchie, que des fois ils provoquent eux-mêmes, et donc c'est plus comme avant. Et ça, souvent, ils ne le comprennent pas. Donc, même quand on veut le bien des autres, dans une république, on écoute d'abord le peuple et on lui obéit. Et c'est pas vraiment l'inverse. Maintenant, euh, est-ce qu'il est responsable de ce qui va se passer derrière lui, Hindenburg? J'irai pas jusque-là non plus, quoi. Pas pas totalement non plus. Mais Voilà, il a permis que ça advienne. il a permis que ça advienne parce que dans son logiciel de pensée, disons que il imaginait pas forcément les choses autrement. Je pense qu'il détestait plus le parlementarisme que le petit caporal de Bohême. Bah, il était dans Mais sa logique d'union des droites et tout ça, exactement. Maintenant, son impact politique purement à proprement parler a certes tué l'embryon de démocratie qui commençait à naître en Allemagne, mais a peut-être aussi Déjà bien permis avorté, hein. que l'Allemagne se relève relativement rapidement des conséquences de la Première Guerre mondiale. ouais. Comparativement à d'autres, hein, ça a été nettement plus finalement dommageable, des fois même pour la France, d'avoir on peut dire une république pure, sans intervention des militaires, qu'un pouvoir plus stable dans une époque. Mais bon, après, si vous voulez le flinguer, allez-y. On peut mettre impact négatif, On va mettre négatif. parce On que est d'accord. déjà, il est mort président. Alors Oui, Chiang Kai-shek aussi, mais c'était pas tout à fait avec la même superficie de pays. c'est ça, oui. Et puis disons il portait pas les responsabilités de l'effondrement d'un pouvoir, de fait, c'est une transition de pouvoir qu'il y a eu. Ensuite, notre champion national, Bah, en Philippe parlant Pétain. justement de vieux schnock, puisque, Pas voilà, plus que ça. le maréchal Pétain. Alors le maréchal Pétain, donc, c'est quelqu'un qui, comment dire, est quasiment à la retraite, en fait, quand éclate la Première Guerre mondiale, et je crois que ce qu'il qualifie le mieux, c'est que c'est un pessimiste. Notamment, c'est sa phrase célèbre: «Le feu tue», Mmh. et que ce pessimisme va paradoxalement l'aider face, au type de guerre que sera la Première Guerre mondiale, en ménageant globalement ses hommes. Ce qui déjà est pas mal et ce qui permet d'éviter de grosses bêtises. C'est notamment pour ça qu'il va devenir l'homme qui a le vainqueur de Verdun, ce qui est une réputation totalement usurpée puisque le vrai vainqueur de Verdun, c'est Nivelle. Mais en réalité, Il a pas totalement l'étoile de usurpé non Nivelle. plus. Pardon? Il l'a pas totalement usurpé non plus. Ah, Certes, c'est pas lui, certes, c'est Nivelle effectivement et qui a mis Castelnau les avant lui. conditions. Oui, mais il n'a pas eu non plus aucun impact. Mais de fait, c'est pas lui qui mériterait ce titre, même s'il n'a pas non plus rien fait pour Verdun. Oui, je pense que l'impact de Pétain a été beaucoup plus important, par exemple, au tout début de la guerre, notamment avec l'usage de la reconnaissance lorsque le front menace de se casser. Mais donc, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui, comme il est assez mesuré et assez pessimiste, en fait, réussit souvent à passer entre les gouttes. Et l'autre grande capacité qu'il a, c'est qu'il est républicain. Il est de gauche, ce que ne sont pas les gens de l'état-major, que ça soit Franchet d'Espéret ou de Castelnau, qui, De d'un point de gauche? vue militaire,
sont peut-être un peu... Pardon? De gauche? Il avait une réputation de républicanisme parce qu'il était très discret sur ses opinions politiques, mais de gauche? Ah bah, il faut se rappeler que Léon Blum, par exemple, Non, mais c'est pas parce que tu es soutenu par des personnalités de gauche que tu es de gauche. Voyons. disons on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et je trouve que Ouais. Pétain a un grand talent pour rester dans l'ambiguïté, y compris d'ailleurs avec les femmes. Donc là-dessus, il passe entre les gouttes. Et puis, l'autre grande capacité qu'il a, c'est la biologie. C'est qu'il est toujours le dernier à mourir. Donc, être le dernier à mourir, avoir toujours été dans l'ambiguïté, où en gros, on est vaguement de gauche, etc., et ne pas avoir détonné par un grand échec militaire, ça fait de vous une légende dans la France un petit peu à la dérive des années 30. Du coup, vous vous retrouvez avec des postes de ministère dans des ministères vaguement de centre droit républicain, notamment à l'éducation, si je me rappelle bien. Non, Et puis il a été ministre de la guerre en 1934 sous le gouvernement d'Union nationale de Gaston Doumergue. Ah oui, c'est vrai. Mais il était très intéressé par l'éducation aussi. Peut-être. Voilà. Et en fait, à partir de là, bah, quand il y a le pays qui s'effondre et qu'il y a tout le monde qui se refile la patate chaude pour c'est pas moi qui veux avoir les ennuis, bah, brutalement, on se rappelle que lui, il a été butoir de porte pendant des décennies et que, en fait, bah, ça serait bien de le placer là. Alors, c'est Laval, notamment, qui le place là, en se disant de toute façon, il est complètement gâteux et stupide. Et dès que Laval lui a fait voter les pleins pouvoirs, brutalement, Pétain se ravive et dit « Merci, monsieur Laval, maintenant je vais vous apprendre à obéir ». Et c'est là où on découvre que le butoir de porte a des opinions politiques et que ces opinions politiques sont un savant mélange entre tonton Marcel, les jeunes, de toute façon, ils ne foutent plus rien, et voilà. Et un petit peu de la gérontocratie. En fait, c'est un peu ça le gouvernement de Vichy, de la gérontocratie, avec néanmoins des fonctionnaires qui essayent de moderniser la France. Donc, à partir de là, on voit une personnalité assez dépressive, assez médiocre, mais toujours passionnée par les femmes à son âge avancé, qui se retrouve à gérer une armistice qui devait durer 3 mois, et erreur de calcul politique qui en fait dure 5 ans et qui est totalement intenable. Et là, bah, c'est brutalement, on découvre que quelqu'un qui est en surcapacité cérébrale à la mairie de Vichy se retrouve à gérer sans doute l'une des périodes les plus complexes de l'histoire de France. Alors ça donne pas grand-chose de bien. Ça permet parfois d'éviter des catastrophes. On se demande si c'est juste par nullité ou par entêtement. Je pense notamment lorsqu'il torpille les protocoles de Paris qu'avait signé Darlan et qui aurait donné la Syrie comme base militaire aux Allemands. Aussi, quand il s'entête à refuser de dénaturaliser les Juifs qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale, mais par contre, ça ne le dérange pas de dénaturaliser les Juifs qui ont obtenu la nationalité française après 1927, parce que c'était une loi qui avait été décidée par la gauche. Donc globalement, c'est un peu, comment dire, un vieux tonton qui n'est pas gâteux, mais qui est assez rigide et qui est assez limité au final. Et donc, dans une période quand même très complexe et très difficile, ça amène à une sorte de bouillie marron. Voilà. Ni noir, ni blanc, mais du marron, et ce n'était pas du marron dont on avait besoin. Voilà, voilà. François? Alors moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est la seule personnalité française que, en fait, il a fait en sorte que les gens se battent moins quand il était en vie. Et maintenant qu'il est mort, on s'est jamais autant battu sur son cadavre. C'est vrai. Mais alors, c'est vraiment, je sais pas ce que les Français ont avec ce vieux schnock, dont l'action politique, comme l'a dit Gauthier, était au final assez limitée. Mais il y a ceux qui veulent dire qu'il est responsable de tout. On se demande même si le déluge, c'était pas lui.
Et ceux qui disent Il avait non, c'était pas lui, il est responsable de rien, il était aux toilettes. Et donc, voilà, c'est vraiment du tout ou rien avec lui, mais que depuis qu'il est mort. Et longtemps même, je dirais, après sa mort. Alors que, bah, on a juste un vieux, quoi. Un vieux qui est limité, gâteux peut-être, juste pas à jour dans son logiciel, euh, qui en plus donc, n'a pas forcément commis des crimes aussi graves que ses détracteurs ne veulent bien le souligner, mais qui n'a pas non plus apparemment eu des gloires militaires à la hauteur non plus de ce qu'on lui attribue par moment. Donc on a juste un type moyen qui ne demandait pas grand-chose à personne, et depuis, je dirais, 10-15 ans, mais c'est notre Hitler à nous, quoi. C'est C'est vrai. avec aussi bien ses partisans que ses détracteurs. Mais Mhm. c'est vraiment, il nous manquait ça. Il nous manquait un petit peu ça euh, pour nous foutre sur la gueule, comme si on n'en avait pas déjà suffisamment. Donc bientôt, je ne sais pas, peut-être qu'on accusera de tous les noms Charles Lebrun et autres présidents de la Troisième République d'une portée politique plus que limitée. Mais bon, si on est à ce point-là, à se détester en s'accusant mutuellement d'extrême gauche et d'extrême droite, allons-y. Oh, quel est ton jugement sur lui finalement? Tu le verrais où? Impact très mitigé. Je le mettrais vraiment sur la ligne du milieu, mais en plus, je diminuerais la taille de sa photo pour faire moins, diviser par deux. Tu vois. Tu mets un petit icône du genre, tu le pousses à côté, là, sur la gauche, là, je sais pas, là, tu le fous à côté qu'on voit En, plus. en fait, c'était un bon ambassadeur d'Espagne. Ouais, Le voilà. drame, c'est qu'il a voulu monter à Paris et s'est retrouvé à Vichy, bloqué. Ouais, peut-être qu'il faisait une bonne poularde au repos aussi, peut-être, j'en sais rien. Ah ben ça, il les faisait courir, les poules. Ah oui, 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 mais peut-être qu'il était meilleur derrière les fourneaux que derrière un bureau, je sais pas, hein, mais en Bah, tout Moi, je cas, pensais plutôt pour fourrer qu'il était meilleur que derrière il les y fourneaux. a pas autant, enfin, on en a déjà dit beaucoup trop sur lui qu'il n'en était nécessaire. bah, moi, je vais rajouter, et puis je vais donner mon avis dessus. Donc, sur le plan idéologique, vu que, de fait, il avait acquis une réputation de républicanisme, parce qu'il se veillait très discret dans la tradition de la Grande Muette, qui était l'armée française, sur ses positions politiques. Pendant l'entre-deux-guerres, il est assez proche du mouvement dit du redressement français, donc qui est un mouvement politique pour une gestion technocratique et un pouvoir exécutif fort en France. Il y en avait un Tendance, paquet à l'époque, comme ouais, ça. c'est ça, encore un. Euh, mais mené par Ernest Mercier, c'est un mouvement assez intéressant. Mais bref, il est globalement quand même pour un exécutif fort, et pour aussi, s'identifiera surtout proche, quand il exercera le pouvoir à Vichy, surtout de Salazar et de Franco, plus que de Mussolini et encore moins d'Hitler. De fait, je pense que c'est un peu un Salazar manqué, enfin un Salazar médiocre en France, donc un C'est déjà pas national terrible, un conservateur. Salazar compétent, un Salazar médiocre. Peut-être, faut demander aux Portugais. Euh, donc un national conservateur, voire réactionnaire sur pas mal de trucs, même si c'est pas non plus. C'est un contre-révolutionnaire par certaines de ses positions, mais pas non plus un monarchiste ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est assez réac sur les valeurs, sur la notion de travail et tout ça, mais c'est pas forcément un monarchiste pour autant, même s'il aura le soutien, entre autres de Maurras et de l'Action française, enfin d'une partie de l'Action française. Mais moi, je remettrais quand même un petit peu en perspective son passage au ministère de la Guerre en 1934. Parce que, on le dit, bon, il a diminué les budgets de l'armée quand il était ministre de la Guerre. Dans les faits, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Soit les budgets ont diminué de 20% pendant qu'il était ministre, soit ils n'ont pas bougé, soit ils ont légèrement augmenté. On ne sait pas trop. Moi, ce que je constate quand même, c'est que pendant l'entre-deux-guerres, il est contre la construction de la ligne Maginot, parce qu'il est pour une armée offensive et puissante
capable de porter la guerre à l'étranger, loin du sol français. Et c'est surtout un militaire assez moderne dans ses conceptions. Alors, ça dépend des fois, mais il a l'air surtout en général moderne, dans le fait qu'il reconnaît l'importance du char et un rôle primordial à l'aviation. Ce sera contredit par quelques interventions plus tard dans les années 30, mais sur la plus grosse partie de celle-ci, il aura été assez, on va dire, avec son temps. Enfin, dans le bon sens, pas comme la majorité de l'état-major français. Il aura été, entre autres, pour l'augmentation de la masse des chars pendant son ministère, chose qui ne pourra pas être faite parce que le gouvernement Doumergue durera à peine 9 mois, je crois. Et en tant qu'ambassadeur en Espagne, vu qu'il le sera après la victoire des nationalistes, il va réussir un peu à normaliser ou commencer à normaliser les relations avec l'Espagne et obtenir de fait une sorte de neutralité de l'Espagne qui relève aussi d'un pragmatisme de Franco parce que l'Espagne n'est clairement pas en condition de faire la guerre. Et on voit aussi sa tendance, en tant qu'ambassadeur en Espagne, à sa politique des compensations, des concessions. On donne des gages à un parti et on espère que celui-ci sera gentil en échange qu'on a été gentil avec lui. Sauf que ça marche pas forcément et c'est ce qu'il verra avec les Allemands. Parce que bon, si effectivement il n'a pas il n'a pas été un odieux collaborateur, enfin pas autant que d'autres pays européens, il va quand même essayer d'aller au-devant des demandes allemandes en donnant des gages de bonne volonté. Regardez la France, oui, on est bien, on n'est pas hostile, on n'est pas contre vous. Soyez gentils, s'il vous plaît, adoucissez les conditions d'armistice. Finalement, il sera un peu le Candolle de l'histoire parce qu'il réussira à obtenir rien sinon de légères modifications des conditions d'armistice. Et je suis toujours pas fixé sur le fait qu'il a été gâteux et de fait vraiment quasiment insignifiant pendant l'État français, donc la période de Vichy, ou alors qu'il a Je pense été... qu'il joue le gâtisme. Comment ? Il joue le gâtisme. C'est peut-être net aussi. avec Laval, hein, quand il allait plein pour le vote. Peut-être aussi. Mais du coup, bon, pour avoir une conclusion sur lui, ah oui, j'ajoute aussi qu'il a fait comme Hindenburg, c'est-à-dire que pendant l'armistice, il a fait non, c'est pas les militaires qui sont responsables de la défaite, c'est les politiques. Là-dessus, ils se rejoignent. Hein. C'est pas de notre faute. C'est la faute à Gamelin, à Blum et à Daladier. Hein. Certainement pas à Weygand et aux autres de l'état-major. Donc voilà. Personnellement, je le mettrais en négatif, juste au-dessus d'Hindenburg, parce qu'il porte quand même moins de responsabilité qu'Hindenburg dans les malheurs qu'a connus son pays à la suite de ses décisions, même si c'est pas exemple non plus de choses mauvaises. Ouais, donc on est d'accord en fait, entre mitigé et négatif. Je dirais au-dessus d'Hindenburg en négatif, personnellement. Ah, et toi François, tu disais en mitigé, c'est ça, mitigé bas. Ah oui, mais moi je veux laisser les Français se suicider, enfin se décapiter les uns les autres sur son souvenir, parce que visiblement c'est vraiment entre ceux qui chantent Maréchal nous voilà, alors que il savait probablement même pas où il était lui-même. Je sais pas, c'est un peu Où sont mes chaussures ? c'est un peu notre Joe Biden en fait. Un peu. Voilà. Et quand on en aura fini avec le premier mandat Biden, on se demandera si c'était vraiment lui qui dirigeait. On se le demande déjà. Hein. Et surtout s'il y avait vraiment autant besoin de le flinguer que ça, quoi. C'est juste un vieux, calmez-vous. Et toi, Gauthier ? Oh, je dis mitigé négatif. Non, il me va bien entre Harrison et Hindenburg. Mais est-ce qu'on le met du coup en bas de mitigé ou en haut de négatif ? Oh, le jésuite. Allez, il faut qu'on avance. Bon, surtout. On en a trop fait, là. Allez, Pilsudski. Donc Joseph Pilsudski,
le Polonais est le dernier. Donc Piłsudski, pour être bref quand même, c'est de fait le meneur et le héros de l'indépendance polonaise retrouvée après la Première Guerre mondiale. Il va, dans un premier temps, et d'après un plan qu'il a détaillé avant-guerre, combattre d'abord pour les empires centraux, Autriche-Hongrie et Empire allemand, contre la Russie, qui possède le royaume du Congrès, donc une bonne partie de la Pologne, pour que celle-ci soit vaincue, pour, une fois que la Russie est vaincue, se retourner contre les empires centraux en soutenant les Alliés. Bon, il va pas trop pouvoir le faire parce qu'il va être fait prisonnier par les Allemands et emprisonné à Magdebourg. Mais les Allemands vont être vaincus, effectivement, comme on le sait. Et il va revenir dans un État, dans une deuxième République de Pologne ressuscitée, après l'armistice, et encore plus après le traité de Versailles, découpage des frontières, corridor de Danzig, la région de Poznan qui revient à la Pologne, les problèmes avec la Silésie. Donc on passe sur pas mal de trucs, mais il a œuvré pour la reconnaissance et l'indépendance nouvelle et finalement retrouvée d'un État polonais. En tant que chef d'État, vu qu'il va être le premier chef de l'État polonais et commandant en chef de ses armées, de 1918 à 1922, il va avoir la lourde responsabilité de résister à l'avancée des bolcheviks, donc qui sont en pleine bourre contre les Blancs, qui finissent par vaincre. Et lui, ce qu'il veut, c'est désintégrer la Russie. Ça nous rappelle un petit peu certains politiciens et commentateurs de plateau télé aujourd'hui, pour faire un blacy protecteur à la Pologne, en libérant un État biélorusse, ukrainien, des États baltes pour les allier à la Pologne et protéger l'Occident, dont la Pologne est un peu l'avant-garde, contre la menace russe. Bon, il est polonais, c'est un peu normal qu'il l'ait mauvaise contre les Russes. Surtout que, dans les faits, l'histoire lui a plutôt donné raison, au moins à son époque. Donc du coup, il va mener une guerre contre les bolcheviks. Il va passer pas loin de la défaite et du désastre, parce que il va réussir à mener suffisamment bien les troupes pour que Tchoukachevski et ses armées soient défaites devant Varsovie pendant la guerre justement russo-polonaise. Et il va réussir à faire en sorte que la Pologne ait des gains territoriaux à l'est sur la Russie, étendant ses frontières jusqu'aux portes de Minsk à peu près, la région de Vilnius, que la Lituanie revendiquait, mais peuplée majoritairement par des Polonais. Et il va également avoir des problèmes avec les nationalistes ukrainiens, avec la région de Lvov, entre autres, ou Lviv, ça dépend comment vous l'appelez. Après ces affaires des premières années de la Deuxième République polonaise et la guerre contre les bolcheviks, il va se retirer de la politique, ce qui va être l'occasion pour lui de chier allègrement sur les personnes qui lui ont déféqué dessus pendant ses fonctions, à savoir entre autres surtout les démocrates nationaux menés par Roman Dmowski, qui représente la frange droite, la droite de la droite, on pourrait même dire l'extrême droite, voire la droite radicale, qui n'ont cessé de le calomnier pendant ses fonctions, quand bien même il a réussi à réaliser pas mal de choses, surtout à sauver le pays. Le fait est qu'après son retrait, il va rester environ 4 ans en retrait des affaires politiques, et pendant ce temps-là, la Pologne, qui a un régime parlementaire calqué sur la France, mais vous voyez le chaos qu'était la Troisième République, vous l'importez dans un pays qui est tout jeune, tout pauvre, et vous avez une sauce qui marche très très bien, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de gouvernements, et Piłsudski, irrité par la question de l'indépendance de l'armée, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Lui, ce qu'il veut, c'est une armée puissante pour garantir l'indépendance du pays, contre les voisins, surtout allemands et russes, dont il craint l'alliance. Et il va revenir aux affaires en 1928 en faisant un petit coup d'État, qu'il espère rapide, mais qui va tourner un peu mal, vu que le président en place va résister, ce qui va mener à des affrontements et quelques morts, notamment des civils. Mais il va réussir son coup. Il va revenir aux affaires, obtenir le ministère des Affaires étrangères et des armées, avoir un président qu'il nomme lui-même, Ignacy Mosiński, pour tête du pays,
Et de fait, s'il n'est pas président du pays, il est son chef officieux, son dictateur presque, même s'il maintient le Sejm, qui est le parlement, qui est la chambre basse polonaise, dont il s'attache à réduire fortement les pouvoirs en présidentialisant le régime, en accordant plus de pouvoir, logiquement, au président, avec des pouvoirs de décret. Il va s'attacher à faire en sorte que l'armée soit indépendante des fluctuations politiques et soit en mesure de défendre le pays et son indépendance en cas de guerre. On va voir que ça n'a pas forcément trop bien marché parce qu'ils vont se faire attaquer sur 2 fronts. Et il va, sur la deuxième partie du régime, donc établi en 1936, qui finira de fait avec la Seconde Guerre mondiale, mais lui il meurt en 1935. Va y avoir une dérive assez autoritaire avec l'emprisonnement, le jugement d'opposants politiques qui ont appelé quand même à des soulèvements et des grèves contre le régime alors qu'il y a des élections qui arrivent. Bon, ils vont pas être condamnés à mort, ils vont juste être condamnés au maximum à 2 ans de prison, mais quand même ça l'a fait un peu mal. Et de fait, il va mener avec le problème qu'il n'a pas d'héritier politique clair. Il va mener à l'arrivée au pouvoir surtout de Rydz Śmigły, qui est un général entouré d'une clique de clients qui se rêvent un petit peu comme des politiques alors qu'ils sont très médiocres. C'est lui qu'il va désigner entre autres par son testament en tant qu'inspecteur général des armées. C'est en gros un peu le chef des armées. Et le fait que quand il mourra en 1935, il n'aura pas d'héritier clair, vu que même sur la fin, il va être déçu de Rydz Śmigły, ça va faire que le régime qu'il a mis en place va un peu s'effondrer dans des luttes fratricides entre les factions droitières et gauchières, enfin gauchistes, on va dire, gauchisantes. Pas dans le mauvais sens du terme, forcément, plus libéral et démocratique que autoritaire. Cependant, la politique diplomatique qu'il va avoir mis en place durant tout son temps au pouvoir, qui est de consacrer l'indépendance de la Pologne, le maintien de l'alliance avec la France, en refusant une quelconque renégociation des conditions de celle-ci, vu qu'il tient à l'alliance française, et il ne veut surtout pas d'un désengagement de la France. Il va s'attacher à essayer de normaliser le plus possible les relations avec les voisins allemands et soviétiques, au point qu'il va signer un pacte de non-agression avec les 2 pays en 1934 et 1935. Pas forcément dans l'espoir, comme on a pu le dire, de s'allier avec l'Allemagne ou quoi que ce soit, c'est surtout parce qu'il voit le réarmement allemand. De fait, dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il va proposer à la France une intervention préventive en Allemagne pour empêcher que les Allemands ne causent des problèmes, ce que les Français vont refuser. Donc, lui, pour sauver son pays, il essaye de faire en sorte que son pays soit protégé par des accords. Et ça va pas trop bien marcher, vu que de fait, 4 ans après sa mort, en 1935, le pays va se faire envahir, parce que son héritier, entre autres, au niveau diplomatique, Joseph Beck, va mener une politique très froide et de froissement diplomatique avec la France, faisant que les Français ne vont pas forcément, enfin du moins les autorités françaises, vont pas forcément être très enthousiastes à l'idée de faire la guerre pour la Pologne, qui les aura pas très bien traités du point de vue diplomatique pendant les années précédentes. Donc, pour résumer, de mon point de vue, Józef Piłsudski, il a amené la stabilité à un régime qui était foncièrement instable. Il a tenté entre autres, je ne l'ai pas dit, mais il a tenté de restaurer l'économie, ce qui va réussir que très partiellement. L'économie va rester en relatif mauvais état. Il va réussir à implémenter les réformes militaires qu'il voulait. Il va renforcer le régime et les pouvoirs du président. Il va mener entre autres une politique de tolérance vis-à-vis des minorités nationales, notamment des juifs. Et essayer d'assurer au pays le fait que celui-ci ne se fasse pas découper, ne devienne pas un satellite, en refusant toute alliance avec soviétique ou allemand, et maintenir des liens forts avec la Roumanie, alliée très proche, et la France. Son échec relatif diplomatique a éclaté la Russie, éclaté géographiquement la Russie, causera de fait
je pense, la disparition de la Pologne, du moins le temps de la Seconde Guerre mondiale, et son héritage politique, notamment au travers de Beck et de Rizesmingli, sera très compliqué parce que le régime ne tenait de fait que par sa forte personnalité et parce qu'il avait une vision de ce que devait être la France, non, la Pologne. Donc à mon sens, je dirais qu'il a eu un impact mitigé, presque positif, voire positif, mais que son héritage n'a pas vraiment été positif, entre autres parce que personne n'était en mesure de reprendre son flambeau et de maintenir une poigne à la fois ferme et juste, si on pourrait dire, et d'assurer la survie du pays à terme. Pour rebondir, moi je pense que le drame de Piłsudski, c'est qu'il est polonais. Et que, comment dire, être polonais, c'est pas une sinécure. Parce qu'il hérite d'une situation économique catastrophique, d'une géographie qui l'est encore plus. C'est là tout son projet fumeux de la Międzymorze, c'est-à-dire de créer un espace charnière et autosuffisant entre l'Allemagne et la Russie. Et là, tu as dit le mot qui m'a tué, la Roumanie, allié important. Quand on a comme allié important la Roumanie, comment dire, c'est la grande Roumanie quand même. Sorti des difficultés. Donc du coup, la Międzymorze se transforme en politique de l'équilibre, politica równovági, qui amène à se compromettre à signer des traités de non-agression avec l'Allemagne et l'URSS, c'est-à-dire à jouer au con, puisqu'on sait que de toute façon, les deux pays vont finir par vous envahir. Ouais. Donc, globalement, c'est soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien, on peut dire. À ceci, il s'ajoute qu'il faut essayer de maintenir la paix civile dans un État qui est un État avec le plus grande proportion de minorités dans l'Europe de l'après-guerre, parce que le tracé de frontière a été fait n'importe nawak, avec des minorités qui se détestent entre elles, et en plus des Polonais qui, depuis on le sait, depuis que Dumouriez était allé essayer de les aider pendant la Confédération du Bar, passent plus de temps à se taper entre eux qu'à taper sur les Russes ou sur les Allemands. Donc à partir de ça, la situation est quand même assez complexe pour le brave Piłsudski. Et donc ça n'a pas amené à grand-chose au final, puisque la Pologne s'est faite pulvériser dès que l'occasion s'en est présentée. Et là où je serais aussi plus sévère, c'est qu'il a donné l'impression aux Polonais que ça pourrait marcher. Ce qui fait que de nos jours encore, nous avons les épigones de Piłsudski qui nous parlent de la Międzymorze contre l'ogre russe, etc., etc. Et donc, c'était déjà pénible dans les années 20, mais alors dans les années 2020, ça devient franchement fatigant. Donc, paradoxalement, je mettrais un impact positif parce que c'est quelqu'un qui a fait croire que la Pologne pouvait marcher. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. François, je ne connais pas plus que ça, celui-là. Je pense qu'il aurait peut-être pu, comme je disais tout à l'heure, quand il a voulu faire fonctionner une Pologne avec plusieurs zones monétaires à l'intérieur, c'était pas gagné. Après, Gauthier connaît bien les Polonais. C'est sûr que c'est difficile d'avoir une bonne performance sur un peuple de masochistes. Donc voilà. Maintenant, entre une période avant lui où son pays n'existait pas et une période après lui où son pays n'existera plus, on ne peut pas être trop sévère, je dirais. Ouais, positif. Allez, on le met positif. En dessous de Cromwell, je pense, quand même. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à faire exister nulle part. On s'excuse à tous nos spectateurs polonais s'ils existent. On peut toujours rêver. Avec Gauthier, on devrait en avoir, non?
Oh, peut-être. Hein. Mais bon, ça fait quand même qu'on a réussi. On a personne de très positif, mais au moins on a du positif. D'un autre côté, c'est les militaires en politique. Tu t'attendais à quoi? C'est ça, mais c'est parce qu'on n'a pas traité De Gaulle, évidemment. Sinon, ça aurait été très positif, n'est-ce pas? Ah ouais, j'en doute pas. Ça, là. Sans doute. Mais là, on a choisi que des branquignoles, mais Oh. on peut faire meilleur la prochaine fois. On pourra faire une version 2 avec d'autres et continuer le classement. Avec des mieux. Ah, c'est pas Ben, comme en si le monde manquait de militaires qui avaient tenté de faire de la politique. La prochaine fois, on aura Pinochet en Ah oui. principal star. En guest, ouais, non, là, ça. Non, il Et faudrait l'avoir mis aussi dans celui-là, mais non, mais on peut prendre autre chose. Hein. Le prochain Oui, coup, on verra. on dira mieux. Mais en tout cas, messieurs, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie. Et puis, je pense qu'on a explosé le temps, donc on va rendre l'antenne. Oui. Je vous remercie aussi de votre participation. Ça a été très, très intéressant, très instructif, tout en restant intelligent et drôle, ce qui n'est pas donné. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous, messieurs. Bonne soirée. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.